Père François Lefort, bonjour. Bonjour, oui. Bienvenue à la brasserie du Parc à Nanterre. Oui, Il y a tout juste un an, les anciens habitants de la cité Gutenberg ont lancé un blog oui, dédié au bidonville et aux cités de transit. Et pour enrichir encore davantage la qualité de ce blog, oui, nous avons décidé donc d'y intégrer un nouveau concept, Oui. celui du CBG Café. Le concept est assez simple, Oui. c'est venir à la rencontre d'une personnalité et en dresser... personnalité, ça ne va pas bien. Oui. Je reconnais là votre modestie. Et donc de dresser le portrait de cette personnalité et prendre le temps de nous arrêter sur les principales étapes de votre vie, de votre carrière, de votre parcours. Voilà. Mais en sachant que justement, la Cité Blanche et Gutenberg et les bidonvilles de Nanterre, c'est essentiel de mon parcours. C'est ça qui est important. Vous aurez l'occasion d'y revenir, je vous le garantis. Voilà. Mais juste avant de commencer, et au nom des amis du blog de la Cité Blanche Gutenberg, je tenais à vous remercier parce que vous inaugurez ce soir le premier CBG Café. Merci. Quel honneur. C'est un honneur surtout pour nous. Et, mais juste avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais revenir sur votre patronyme. Mhm. Votre nom officiel, alors en tout cas tout le monde vous appelle François Lefort, Oui. mais votre nom officiel c'est François Lefort des Élious. Oui, C'est un nom qui respire la grande bourgeoisie, la noblesse. oui, et oui. Vous pouvez m'en dire quelque chose? Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis d'origine d'une grande famille, mais en même temps, la chance que j'ai, c'est que je viens de c'est une famille qui vient de Saint-Malo, et donc on est curieux de tout ce qui se passe dans le monde entier, quoi. C'est des gens qui voyageaient, c'est des corsaires. Et donc, j'ai toujours été attiré par ce qu'il y a plus loin. D'accord. Et donc, au lieu de m'enfermer dans le ghetto bourgeois de Neuilly, c'est pas par hasard que j'en suis sorti, parce que j'ai eu la chance que des événements m'en sortent en même temps. Très bien. Voilà. Mais donc, je renie pas mes origines. On est comme on est. C'est la seule chose dont on n'est pas responsable, c'est sa naissance. Absolument. Hein. Et donc, je renie pas mes origines, mais en même temps, ça n'a fait aucun obstacle au fait que je vienne dans les bidonvilles. D'ailleurs, il y en avait un autre qui s'appelait Gérald de Brossiac, qui était une grande famille et que tout le monde connaissait et qui était aussi comme ça. Et on venait pas avec condescendance, on venait parce que ça nous faisait plaisir d'y être là-bas. Vous voyez, c'est pas... Donc c'est vraiment pas pour... Vous étiez dans la on venait rencontre. pas apporter quelque chose, on était là avec plaisir. Donc c'était la dimension humaine qui vous intéressait, Exactement. donc toujours tourné vers l'autre. Exactement. Très bien. Alors, vous êtes né en 1946 à Boulogne-Billancourt. Oui, Vous passez l'essentiel de votre enfance et adolescence à Neuilly-sur-Seine. oui. Et contrairement à vos frères et sœurs, vous n'êtes pas très passionné a priori par les études. Non, j'étais carrément un cancre, oui. Très bien. Néanmoins, durant cette période, deux événements vont venir compter dans votre vie. Oui. Le premier, c'est la disparition de votre frère suite à un accident. Mhm. Et le deuxième, ce sont les événements du 17 octobre 61, où vous avez assisté du balcon donc du logement familial Oui. à la violence policière. Et donc, irrité par cette violence, vous êtes descendu, vous avez ouvert les Enfin, grandes portes. c'est un bas mot. Violence, c'est même, le mot n'est pas assez fort, ça a été un massacre. Un massacre. Oui. Moi, ça m'a beaucoup marqué, donc j'avais 15 ans, et donc en bas de chez moi, les gens manifestaient de façon pacifique pour protester parce qu'il y avait un couvre-feu qui avait été décrété pour les Arabes. Un couvre-feu en France, il y a en 62 un couvre-feu pour une arabe. Donc rappelons que le préfet, c'était le préfet C'était Papon. Papon, mais il y avait un préfet, il y avait un ministre de l'Intérieur, qui était Roger Frey, il y avait un Premier ministre qui était Pompidou ou Debré, Absolument. il y avait un président de la République qui était De Gaulle, mais à cette époque-là, l'apartheid, c'était la réalité des choses, on pouvait faire un couvre-feu. Donc ils avaient manifesté de nuit pour braver le couvre-feu en disant c'est scandaleux, et on a tiré dans la foule, on en a acheté dans la Seine. Moi j'ai même vu un certificat de décès où il y avait écrit noyé par balle. Vous voyez, donc non, c'est le dernier massacre qu'il y a eu à Paris. On ne sait pas s'il y a eu 100 ou 300 morts à peu près, mais c'est le dernier grand massacre. Et tout le monde se souvient de Charonne où il y a eu 9 morts, alors qu'il y en a eu beaucoup plus ce jour-là. Moi j'ai assisté, Papon a dit qu'il n'y a eu que 2 morts, moi j'en ai vu 6. 6 morts. Donc, dès le lendemain, j'ai su que les hommes politiques n'hésitaient pas à mentir sur ces choses-là.
Et c'est ça qui a déclenché ma venue le lendemain, je suis allé dans les bidonvilles. Parce qu'en descendant, effectivement, quand vous avez vu ce massacre, vous êtes descendu. Je suis descendu ouvrir la porte pour que les gens puissent rentrer dans la cour. Absolument, pour les protéger. Et voilà, et ils ont dit qu'ils venaient de Nanterre, de l'autre côté de la Seine, et le lendemain, je suis allé. Et ça a été un choc, le troisième choc de ma vie. Le premier, c'est la mort de mon frère. Le deuxième, c'est ce massacre. Et le troisième, c'est de découvrir ces bidonvilles que j'ignorais, alors qu'ils étaient à 10 minutes de chez moi. C'était pas loin de Nanterre. Mais nous, on n'y allait pas, et j'ignorais complètement que les gens puissent vivre dans ces conditions de saleté, comment dire, ils n'avaient pas le droit d'améliorer leur maison, il y avait des incendies, il y avait de la boue partout. Il y avait l'insécurité, la police, c'était des punis de la police, ça s'appelait la Brigade Z, qui se comportait vraiment de façon scandaleuse en cassant les portes, en ne frappant pas à la porte. Donc j'ai découvert la misère institutionnelle. Il y a une misère qui allait de soi, mais là c'est institutionnel, parce que c'est des familles qui auraient très bien pu, on aurait eu vivre tout à fait normalement. Mais on les avait parqués dans cet endroit-là en espérant qu'ils s'en aillent, on les mettait dans des conditions de vie scandaleuses. Et donc c'est à travers cet événement du 17 octobre 61 que vous avez ensuite noué des contacts et qui vous ont permis donc de pénétrer dans les bidonvilles. Voilà, et là comme j'étais petit, j'avais 15 ans, oui, c'est ça. C'est-à-dire si j'avais eu 40 ans, je pense qu'on aurait hésité. C'était quand même la donc guerre d'Algérie. C'était l'insouciance en quelque sorte. Oui, mais c'était la guerre d'Algérie, donc il y avait un certain danger, et donc moi, je ne me rendais pas compte, et les gens à ce moment-là, donc il y avait le FLN qui était présent, me laissaient rentrer en disant un gamin de 15 ans, il n'y a aucun problème à ce qu'il rentre. Et j'ai été très bien accueilli, jamais eu d'ennui, il n'y avait aucune délinquance, je venais avec mon vélo, je n'avais pas d'antivol, et on ne me piquait pas, et je le retrouvais le soir. Donc il n'y avait vraiment aucun problème à ce niveau-là. Par contre, j'ai eu un problème assez grave, c'est que quelques mois après, j'ai reçu une lettre, condamnation à mort de l'OAS. J'ai pas tellement cru que ce soit vrai. Il y en a eu, ils en avaient envoyé plusieurs, et une personne à Neuilly, un banquier, avait reçu la même lettre que la mienne et a été flingué. Il a été tué dans les années 62 comme ça. Donc le simple fait d'avoir des amis maghrébins dans les années 62, on ne se rend pas compte, notre génération ne se rend pas compte de la violence que ça peut être entre les années 58, 62, enfin. C'était terrible. À tous les niveaux. Alors, vaut peut-être mieux qu'on n'en parle pas trop encore, mais l'histoire, il faudra en parler aussi. Je crois qu'à un moment, il va falloir effectivement qu'on dise un clairement petit peu les choses. Comme on a oublié, les Français ont oublié quelque chose à un moment, mais maintenant, il faut en reparler. Et maintenant qu'il y a les derniers témoins qui sont encore vivants, c'est maintenant qu'il faut les interroger là-dessus. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient tués dans Nanterre, Gennevilliers, Nanière. Ça a été une période difficile pour la génération les plus anciens de maintenant. Donc les premiers contacts étaient assez faciles. Oui. Il y avait l'hospitalité, le sourire. Le thé à la menthe. Le thé à la menthe, effectivement. Et puis alors le gros problème qu'il y avait, c'est que les émigrés, on appelait ça les émigrés à ce moment-là, étaient étrangers, n'avaient pas le droit d'avoir d'association. Donc impossible de faire du football, impossible d'aller partir entre les vacances, impossible de faire des sorties avec assurance pour amener les enfants au musée du Louvre ou ailleurs. Et ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas faire ça? Et donc nous avions, avec une bande d'amis du même âge que moi, créé une association, c'était dans le cadre du Secours catholique d'ailleurs, et de façon à pouvoir pallier au fait qu'à partir du moment où vous avez pu faire des associations, moi je me suis dit maintenant... À partir de 1981, avec l'avènement effectivement de l'élection de François Mitterrand. Mais revenons juste avant, en tissant ces liens de proximité avec ces populations issues de ces baraquements immondes, vous y alliez assez régulièrement, alors qu'à ce moment-là, vos parents vous croyaient au scout, n'est-ce pas? Vous alliez effectivement passer tout le temps. Et c'est, je crois, par les bidonvilles que vous avez fait une rencontre extraordinaire avec l'abbé Pierre notamment. C'est-à-dire que ces cités-là, à ce moment-là, l'abbé Pierre en 1954, on avait beaucoup parlé. Et puis après, il était revenu d'une discrétion terrible. Mais par contre, il continuait à être dans ce monde-là. Bien sûr. Et il m'a beaucoup aidé. En particulier, c'est lui qui m'a dit de me méfier des journalistes. Voilà. Et
parce qu'il y avait eu un article de journal disant François l'ange des bidonvilles. Absolument. Voilà. Absolument. Je crois que c'était François, et donc il m'a dit maintenant, pendant 20 ans, tu ne vois plus un seul journaliste. Absolument. Et il y avait aussi quelqu'un qui s'appelle Père Joseph Rezinski, qui était un prêtre qui avait fondé l'association ATD Carmonde, et qui, lui, était du côté de Noisy-le-Grand, de l'autre côté par rapport à Paris. On se connaissait entre nous, et toujours pour la même raison, c'est-à-dire comment faire qu'on puisse remplacer les gens qui ne pouvaient pas faire d'association. Et puis aussi sortir du ghetto, parce que ce qu'on remarquait très vite, et les parents le comprenaient, c'est que le bidonville était un ghetto, et il fallait que vous alliez au Louvre, il fallait aller à Saint-Germain voir le château, il fallait faire du foot contre des gens comme ça. Et donc, comment casser ce ghetto alors, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, le foot, très souvent, on gagnait tous les championnats, parce que l'équipe était tellement motivée que ça marchait. Donc, on était content de voir ça. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, après l'étape donc des bidonvilles et la rencontre avec l'abbé Pierre, vous gagnez un peu en âge, et quelques années plus tard, vous rentrez à la fac de Nanterre. Vous appartenez au mouvement du 22 mars qui a lancé mai 68, et puis l'agitateur, puisque c'est comme ça qu'on vous appelait, que vous étiez, rentre en séminaire à Issy-les-Moulineaux. Oui, c'est un peu bizarre, mais je pense que je ne me serais pas prêtre si je n'avais pas eu le contact avec l'islam. Je ne parle pas de l'islamisme, je parle de l'islam, c'est-à-dire que on avait des grandes discussions de 61 je suis rentré en 68 donc au séminaire, parce que je ne pouvais plus être à la fac, j'avais eu des ennuis. Et donc, déjà oui. Et donc le fait d'avoir ces grandes discussions religieuses avec des vrais croyants, je parle des vrais croyants, m'a beaucoup marqué. Et je suis le plus musulman des catholiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'ai jamais voulu convertir, je suis venu prendre ce qu'il y avait de bien dans les gens qui ne pensaient pas forcément comme moi. Et donc j'ai beaucoup appris en particulier de la génération de ceux qui sont les plus anciens maintenant, ou même malheureusement beaucoup ont disparu. Et on avait des grandes discussions à ce moment-là. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à Dieu et je suis allé au séminaire après. Très bien. Mais alors j'ai demandé à être du diocèse d'Alger, pour être sûr d'être au milieu musulman. J'ai demandé à être du diocèse d'Alger, évidemment. Alors justement, votre vœu a été exaucé, puisqu'en 1970, vous quittez la France pour l'Algérie pour exercer votre ministère. Je n'étais pas prêtre encore à ce moment-là. D'accord. Vous serez ordonné prêtre en 1976 par le cardinal Duval, qui n'est-ce pas? Certains appelaient Mohamed Duval. Voilà, donc vous y restez en 2 temps pour une durée globale de 12 ans à peu près, je crois. Non, ce qui s'est arrivé, c'est que j'ai été directeur d'école avec quelqu'un qui s'appelle le père Scotto. Et vous faisiez de l'alphabétisation, du rattrapage scolaire oui, non, mais le certificat. Et donc j'étais directeur d'école et ça m'a beaucoup plu. Mais mon école a été arabisée et moi je n'ai que le certificat. Donc j'ai toujours eu envie de faire médecine et je me suis lancé dans la médecine en Algérie. Et vous en sortez diplômé en 1982. J'ai mon doctorat en 82 et j'ai voulu faire une spécialité de médecine justement tropicale. Enfin, et c'est à ce moment-là que je viens à Paris pour passer ce diplôme de médecine. Et alors, nouvel événement, comme il y a eu l'événement du 7 octobre, nouvel événement, c'est la mort d'Abdelbi dans mes bras pratiquement. Absolument. À ce moment-là, et qui a encore changé la direction de ma vie. Je n'ai pas pu faire la spécialité médicale que j'avais prévue. Et au contraire, ça a amené des conséquences. Je suis rentré dans le cabinet du ministre et alors, on y revient. J'étais chargé de détruire les bidonvilles et les cités de transit. On y revient justement. Donc vous avez un double engagement, à la fois religieux, donc de religion et de médecine, additionné à votre parfaite connaissance de l'arabe. Oh, parfaite, non. En tout cas, j'ai mon certificat d'études. Moi, je me souviens que vous discutiez très facilement avec les mamans qui n'avaient aucune notion de français. Donc ça veut dire que vous le parliez très bien. Mais là aussi, encore une fois, je reconnais votre modestie. Et donc, tous ces éléments à la fois religieux, médicaux et de la connaissance et de la maîtrise de la langue arabe vous conduisent à occuper le poste de chargé de mission. Tout d'abord auprès de François Autain, secrétaire d'État chargé aux immigrés, puis auprès de Georgina Dufoy.
C'est-à-dire ça s'est passé comme ça. Lorsque Abdenvi a été d'abord blessé et puis il est mort 3 semaines après, j'étais très en colère comme tout le monde, voilà. J'étais très en colère et j'ai demandé, moi j'ai tous les culots, c'est ça que donne aussi le fait de s'appeler le Fort des Ilous, c'est qu'on a tous les culots. Et je suis allé voir le ministre en disant je veux vous voir, et donc il m'a reçu. Et j'ai dit, c'est pas possible de laisser les gens dans des bidonvilles et dans des cités de transit, mais c'était pas des transits, puisque ça fait 20 ans que ça existait. Et donc, il m'a dit, revenez la semaine prochaine, je vous renverrai la personne spécialiste de la question. Je suis revenu la semaine prochaine, il m'a dit, il n'y a personne, est-ce que vous voulez le faire? Très bien. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé. Et donc, c'est comme ça que vous avez accepté le poste de chargé de mission que vous avez exercé entre 82 et 84. Voilà, et c'est pas commun pour un prêtre de chargé de mission mais parce que vous aviez les outils qui vous permettaient effectivement d'avoir la compétence de pouvoir le faire. Ce rôle facilitateur en quelque sorte, avec les populations qui vous connaissaient très bien, que vous connaissez très bien et qui vous appréciaient très bien. Tout à l'heure, vous disiez, vous étiez le premier musulman. Je suis le plus musulman des catholiques. Ou le plus musulman des catholiques. Je peux vous dire que la plupart des mamans, quand on vivait dans ces cités, nous disaient il est français, mais il mérite le paradis. Donc, voilà, ça va, maintenant je suis tranquille. Donc c'est un rapprochement, effectivement. Et donc, au bout de 2 ans de mission, vous claquez la porte du ministère. Ben, c'est-à-dire que le gouvernement Mauroy avait promis de détruire les bidonvilles en 2 ans. Et lorsque j'ai appris qu'on allait passer une 3e année et un 3e hiver dans les bidonvilles, fin 84. Voilà, je me suis dit, on ne tient pas les promesses. Donc j'ai claqué la porte violemment. Il y a des journaux qui en ont fait la une, d'ailleurs, un certain nombre même d'hebdomadaires en ont fait la une, en disant c'est scandaleux, on a promis que les bidonvilles et les cités de transit seraient détruits, parce que le problème était politique. Les mairies de droite comme de gauche ne voulaient pas recevoir les gens de Nanterre. Et or, tous les parents disaient, nous, ce qu'on veut, c'est être dispersés. Ils ne voulaient pas rester en ghetto. Le ghetto est toujours une catastrophe. Et alors, j'allais voir les maires et alors je disais, écoutez, vous prenez tant de familles. Ah ben, c'est du chantage. Ah oui, je leur disais, oui, c'est du chantage. Mais on pouvait le faire. Mais alors, un certain nombre de maires réussissaient, et donc en rendant public ma démission et en expliquant que c'est possible de détruire tous les bidonvilles de France, parce que c'était pareil à Marseille. En 3 semaines, ça a été fait. Et donc, j'ai été beaucoup plus utile en arrêtant de travailler qu'en travaillant. Absolument, puisque la dernière cité de transit qui a été rasée à Nanterre, février 85. C'était en février 85, notamment la cité Gutenberg. Parce qu'il y avait eu quand même l'incendie des côtes d'Auty, où il y avait eu 2 personnes qui étaient mortes dans l'incendie. Il y avait eu. Et d'ailleurs, les autorités préfectorales se sont cachées derrière cet argument pour dire qu'on a pris du retard parce qu'il y a eu l'incendie effectivement de la côte d'Auty. Mais il y a eu des incendies, par exemple, dans les bidonvilles ou ailleurs. Il y a eu beaucoup de morts, on l'oublie ça quand même, que les bidonvilles et les cités de transit, c'était pas uniquement du mauvais logement, c'était carrément, ça brûlait, il y avait des incendies, il y avait par les matériaux, il y avait des morts. Et vous en avez vécu en 66, je crois. Alors en 66, c'est le bidonville de la Folie qui est mort, et il y avait Mohamed Abdallah et des Mabrouki qui habitaient là, et Farid. Et ils étaient 3 enfants de moins de 5 ans, ils sont morts tous les 3 brûlés vifs. Le père d'ailleurs a voulu sauter dans le feu pour essayer d'aller les chercher, on les a retenus. Et non, il y a des gens dans l'administration qui à l'époque avaient du sang sur les mains, c'est-à-dire qu'en refusant par exemple qu'il y ait des pompes à incendie à côté des bidonvilles, parce que ça serait reconnaître l'existence du bidonville, c'était quelque chose qui mériterait de passer au tribunal pénal international. Absolument. Et c'était une manière également peut-être de cautionner, comme vous disiez. Et de droite et de gauche, c'est là où c'est vraiment. Mais il y a eu aussi des gens extraordinaires de droite et de gauche qui ont voulu essayer de faire évoluer les choses. Tous les politiques n'ont pas été pourris dans cette affaire-là, et j'ai été très aidé par certains. Par exemple, quand j'ai démissionné, eh bien, j'ai démissionné violemment. Eh bien, Georgina Dufoy a convoqué un journaliste du Matin de Paris qui, on en parle souvent et pas souvent à la télé encore maintenant, et en disant, le père Lefort a démissionné, ben, si j'étais à sa place, je ferais pareil. Donc c'est gonflé, elle était courageuse de dire ça.
Et du coup, je crois que ma démission a été plus utile parce que ça a été une espèce d'électrochoc où les gens se sont rendus compte c'est un élément déclencheur qui a permis effectivement d'accélérer le processus. Alors après, ça n'a pas été forcément bien parce qu'il y a eu des endroits où des ghettos se sont reconstitués. Mais quand je suis parti en décembre 84, pratiquement il n'y avait plus de ghettos. Et on les a tout de suite reconstitués parce que c'est tentant de mettre toutes les familles à problème au même endroit. Mais c'est une erreur fondamentale. Ou de même aussi, ce qu'on avait inventé, c'est de mettre les familles dans des pavillons. Pourquoi les HLM seraient toujours dans des appartements de 15 étages? Absolument. Et donc, il y a eu quelques familles qui ont été relogées effectivement dans les pavillons, dans des pavillons, pourquoi pas. C'était une manière effectivement les familles, de gravir, il y avait des familles qui avaient beaucoup d'enfants et c'était très bien. Oui. Et je crois qu'ils y sont toujours. Absolument, j'en connais certaines. Donc 30 ans plus tard maintenant, quel regard portez-vous sur... Allez, on va se le dire, vous avez établi un diagnostic, je dirais, implacable. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la démission de la puissance publique face à l'enlisement du dossier des cités de transit à l'époque? Quel était l'élément qui faisait que le transit qui devait durer 3, 4 ans, 5 ans maximum a duré pour certaines cités à Nanterre pendant 25 ans? Le blocage est politique, il est le même qu'aujourd'hui. Mais encore. Il est le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la solution, on la connaît. Lorsqu'il y a un problème dans une cité, c'est pas toute la cité qui est un problème, c'est une ou deux familles. Absolument. Mais ça retombe sur tout le monde. Et donc, le sang retombe, c'est vraiment le bouc émissaire. Et donc, la solution, il ne faut pas le cacher, à Doucet, à Gutenberg, il y avait une ou deux familles à problème, mais qui étaient encore plus à problème pour les familles. Et donc, la solution, c'est de casser les ghettos. On le sait. Mais pour casser les ghettos, il faut accepter que les gens puissent aller dans toutes les communes. Et les maires ne veulent pas, pour telle et telle raison, ils disent non, nous ne voulons pas recevoir, par exemple le maire de Rueil, de Baumel à l'époque, il en a fait des maladies. Bon. Et je me suis beaucoup disputé avec lui. Et il y a eu des pétitions demandant que les familles de Nanterre ne viennent pas à Rueil, qu'il n'y en ait pas. Ça a été pareil à la Garenne-Colombe, etc. Et les mêmes familles, un an après, quand les familles françaises partaient en vacances, elles donnaient leurs clés à la famille qui est originaire de Nanterre. Et maintenant, ils sont complètement intégrés, celles qui sont à Saint-Cloud, celles qui sont comme ça. Donc, la solution est de casser les ghettos, de poser cette question-là, de l'imposer aux maires, et pour ça, le seul moyen qu'on avait, il y avait un ministre qui s'appelait Roger Quillon, qui était formidable pour le faire, et encore aujourd'hui, c'est la même question. Comment casser ces ghettos et comment éparpiller les gens. Et à ce moment-là, les cités deviennent même habitables et je ne vois pas pourquoi on n'habiterait pas aux 4000 de la Courneuve. Les bâtiments sont pas mal, mais pour ça, il faut casser le ghetto. Donc c'est ce que j'ai fait, et pas tout seul, on a beaucoup battu pour le faire. Et donc on a réussi. Et immédiatement après ma démission, on a recommencé à faire des ghettos. Très bien. À partir de 1985, puisque les dernières cités de transit étant démolies, vous décidez d'entreprendre un tour du monde, loin de la civilisation, comme vous dites, à un moment, je crois, et au cours duquel vous vous intéressez aux conditions de vie des enfants des rues. Entre-temps, sans doute que vous avez occupé, je crois, également les fonctions de médecin en Mauritanie. Oui, j'ai été longtemps médecin au fin fond du désert mauritanien, et c'est là que j'allais tous les mois chercher des vaccins à Nouakchott et que j'ai découvert le problème des enfants des rues. Et c'est pareil, une solution assez simple et pas chère permettait de sauver ces enfants, puisque la moitié mourrait en 4 ans, donc c'est quand même les sauver. Et petit à petit, cette méthode s'est étendue dans le monde entier. Et actuellement, le réseau d'échange des projets enfants des rues que j'ai fondé, je crois qu'il y a quelque chose comme 400 associations qui s'occupent d'enfants à travers le monde. Donc, mon métier, c'était médecin dans le Sahara. De médecin. Voilà. Et vous avez vécu combien d'années dans le Sahara? J'étais le seul médecin pour 70 000 personnes. 70 000 personnes. Donc c'est une médecine tout à fait différente. Et vous y êtes resté combien de temps? Moi, j'ai toujours été brouillé avec les chiffres, mais j'y suis jusqu'en 95, jusqu'à mon affaire judiciaire. Oui, c'est ça. Alors, venons-en à votre affaire judiciaire. On va dire qu'en 1995, les emmerdes commencent. J'en ai eu d'autres avant. Mais celles-ci, alors, j'ai rien à cacher sur mon affaire, puisqu'il n'y a pas le début du commencement de vrai dans les accusations, même si j'ai fait presque 4 ans de prison pour ça, et que
Enfin, je veux dire, j'ai rien à cacher. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Justice. Justice pour l'honneur d'un prêtre. Voilà, pour raconter comment ça s'est passé. C'est certain que c'était un bon moyen de me faire sortir du système. J'ai tellement embêté de gens dans ma vie que je ne sais pas d'où viennent les coups. D'accord. Donc tout à l'heure, je disais que vous étiez l'agitateur. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous appelait dans les années 70, on va dire. Et puis, vers 95, vous étiez plutôt l'emmerdeur, en quelque sorte. Il y a un proverbe arabe qui dit « Si ton ami dit la vérité, achète-lui un cheval rapide pour qu'il s'en aille le plus loin possible. » Très bien. Donc en écrivant ce livre, est-ce que c'était pour vous une manière de vous soulager, une manière de retrouver la bonne conscience, c'était une thérapie, puisque vous dites à un moment dans votre phrase, et c'est celle qui m'a marqué, qu'il est possible de prouver son innocence. On peut prouver ce qui existe, mais on ne peut pas prouver qu'un crime n'existe pas. Je ne peux pas prouver que je suis innocent, on ne peut pas le prouver, je le sais. Les gens qui me connaissent bien le savent aussi, en particulier tous les gens que j'ai connus à Nanterre et qui m'ont vu m'occuper de jeunes, il n'y en a pas un seul, je crois, qui y croit. Et d'ailleurs, on peut faire allusion à la manifestation du 3 novembre quand on a rendu un hommage à la mémoire d'Abdel Bigamia à l'occasion du 30e anniversaire de son décès, et où beaucoup de Nantériens venaient vous saluer, vous embrasser et vous témoigner toute leur reconnaissance. Par contre, mon livre, je n'ai pas voulu donner mon innocence, je veux dire ça intéresse finalement personne, mais comment on vit ça? Comment on vit le fait d'être accusé à tort et de faire de la prison à tort et d'être condamné à tort? Alors justement, voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Maintenant, avant je disais, je fais confiance à la justice. Bon, maintenant, je me rends compte que la justice est humaine et c'est normal, elle peut se tromper. Ce que je reproche un petit peu, c'est de ne pas admettre qu'elle se trompe. Donc ça, c'est pas. Donc, j'espère qu'un jour, mon innocence sera officiellement reconnue. Bon, c'est pas. Bon, maintenant, je suis tranquille, il n'y a pas de problème, vous voyez. Mais ça peut arriver à tout le monde. Et en particulier, ça arrive peut-être moins souvent à des Lefort des Ilouz qu'à des Mohamed Ben Mohamed. Voilà. Et donc, si je peux, moi, être le témoin qu'il y a des innocents en prison, j'estime qu'il y en a entre 600 et 1200 dans les prisons françaises actuellement. Ils sont condamnés à tort. Qui sont condamnés à tort, qui sont en prison. Et donc, mon combat, c'est aussi, comme d'habitude, d'essayer de... Si c'est pas moi qui le fais, qui le fera. De même, par exemple, en Mauritanie, j'ai dénoncé l'esclavage, et si c'est pas moi qui le fais, qui le fera. Très bien. C'est fini? J'avais juste une dernière question. On peut continuer? Vous êtes un homme d'église. Oui. Et vous clamez souvent vouloir rester un homme libre. Oui. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette phrase? Il y avait un médecin dans les moines de Tibharin à Médéa, et à chaque fois qu'on le voyait, il disait « laissez passer l'homme libre ». Il s'appelait le Ferluc. Il était au milieu de populations musulmanes et ils ont été assassinés dans des conditions obscures. Et donc, on ne me fera pas dire quelque chose auquel je ne crois pas. Et donc, alors chacun a des croyances différentes, ça c'est tout à fait normal, mais ce qui est moi je m'intéresse aux croyances des autres. Et comment avancer, et non pas, je ne cherche pas à imposer mes idées. Et ça, il n'y a pas une seule personne à Nanterre qui peut dire que j'ai tenté d'imposer ses idées. Par contre, ce que j'ai essayé, c'est de leur tirer, leur dire en quoi tu crois, qui tu es. Et... Si vous voulez, maintenant, je crois qu'il n'y a plus que 2 religions. Avant, il y en avait 2000. Il y avait les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs, les trucs. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Vous avez les gens qui savent et les gens qui cherchent. Pour moi, Bush et Ben Laden ont la même religion. C'est les gens qui savent et qui veulent vous imposer leur idée. Cela, je m'en méfie énormément. Par contre, le musulman qui cherche, le Dalai Lama, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, les gens qui cherchent, alors ça, on est tous d'accord. Vous voyez ? Et j'en ai rencontré dans le Sahara, par exemple. Les gens du Sahara, ils sont des gens qui sont constamment en train de chercher Dieu. Et donc il n'y a aucun problème. Comme il n'y a pas d'abbaye dans le Sahara, moi j'allais dans les mahadras musulmanes et au bout de 30 secondes on oubliait que j'étais chrétien et qu'il était musulman. On venait prier tous les deux et on avait des grandes discussions religieuses ensemble. Et je crois qu'il faut qu'on en arrive à ça maintenant. La différence c'est entre ceux qui veulent imposer leur religion et ceux qui cherchent.
François Lefort, merci pour ce moment agréable et convivial. Shukran. Merci pour votre... Oui, pardon. Non, vas-y, c'est bon. Écoute. Excusez-moi, je pensais que j'avais dit quelque chose de pas bien. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, ça va être très court, hein. François Lefort, merci pour... Non, vous étiez pas ou pas? Pardon. Oui. D'accord. Donc c'est à vous de donner le top. Hein. François Lefort, merci pour ce moment agréable. Voilà. Je crois que ça nous a permis de savoir un peu plus sur l'homme. Voilà. L'homme qui a été blessé à un certain moment dans sa vie, même parfois à plusieurs moments. Mais on sent que vous êtes un homme encore avec une carapace relativement épaisse et solide. Et j'ai été très soutenu par tous les anciens amis de Nanterre, par exemple. Et c'est le message que j'allais vous transmettre. Voilà. Sachez, sans être le porte-parole des Nantériens, mais en tout cas tous ceux qui aujourd'hui gravitent autour de notre blog, et ils sont près de 150 000 depuis son lancement, vous soutiennent, vous témoignent toute leur reconnaissance parce que vous avez effectué un travail extraordinaire pendant plusieurs années. Vous faisiez allusion tout à l'heure à l'interdiction de constituer une association. Vous avez été pour nous des guides en quelque sorte. Et en leur nom, je tenais à vous témoigner notre reconnaissance. On a passé le relais. Merci infiniment. Ah, c'est Barakallahu fik.